Vous le sentez, n'est-ce pas? Cette crispation invisible qui vous étreint dès que vous osez imaginer l'éventualité d'un échec. Ce nœud à l'estomac qui vous murmure « Et si ça ne marche pas ?» Cette petite voix dans votre tête, ce procureur infatigable qui dresse une liste interminable de scénarios catastrophes, vous dissuadant de faire le premier pas, de prendre le risque, d'oser vous lancer. C'est la peur. Une émotion si primale, si puissante, qu'elle a le pouvoir de transformer vos rêves les plus audacieux en projets avortés, vos ambitions les plus profondes en regrets silencieux. Elle est une architecte d'excuses, une sculptrice de justification. Ce n'est pas le bon moment. Je ne suis pas encore prêt. C'est trop risqué. Prenez un instant. Regardez en arrière. Combien d'opportunités avez-vous laissé filer? Non pas par manque de compétences, mais par peur du résultat. Combien d'idées brillantes sont restées à l'état de simples notes dans un carnet? Combien de conversations cruciales n'ont jamais eu lieu? Combien de chapitres de votre vie n'ont jamais été écrits? Par simple peur de la critique, du jugement, de la désillusion. Cette peur est une prison invisible, au barreau fait de « et si ». On nous dit souvent que l'échec est une étape nécessaire vers le succès. Une belle phrase, facile à prononcer, parfaite pour une citation sur les réseaux sociaux. Mais quand la perspective de cet échec se dresse devant nous, immense et menaçante, quand c'est notre projet, notre réputation, notre cœur qui est en jeu. Ces mots sonnent creux et lointains. Aujourd'hui, nous allons faire face à une vérité inconfortable. L'échec, tel que nous le concevons, tel que notre société nous l'a appris, n'existe peut-être pas. Ou plutôt, il n'est pas ce que l'on vous a toujours dit. Accrochez-vous, car ce que nous allons explorer pourrait bien changer radicalement votre façon de voir vos peurs, et votre capacité à enfin oser vivre pleinement. Pour comprendre notre peur, nous devons d'abord comprendre le mythe qui la nourrit. Dès notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés. L'encre rouge du professeur sur notre copie n'est pas une invitation à apprendre, c'est le stigmate de l'erreur. La note finale n'est pas une mesure de notre progression, c'est un jugement définitif sur notre valeur. Le système scolaire, dans sa structure, nous apprend qu'il y a une bonne réponse et des mauvaises, un succès et un échec. Il y a peu de place pour l'expérimentation, pour l'essai-erreur, qui est pourtant le fondement de toute grande découverte. En grandissant, le monde de l'entreprise prend le relais. On y parle d'innovation, de prise de risque, mais dans les faits, la culture de la performance sanctionne souvent la moindre erreur. L'échec devient un point noir sur un chevaux, une tache sur une réputation. Nous apprenons à jouer la sécurité, à rester dans les clous, à préférer la stagnation confortable à la croissance risquée. La société nous vend une image lisse et parfaite du succès. Les biographies des grands entrepreneurs et des artistes de génie sont souvent racontées à l'envers. On commence par le triomphe, en mentionnant à peine, comme une anecdote charmante, les difficultés rencontrées. Mais la réalité est bien plus chaotique, bien plus brutale. Pensez à James Dyson. Avant de créer l'aspirateur sans sac qui a révolutionné nos foyers, il n'a pas échoué 10 fois, ni 100 fois. Il a construit 5126 prototypes qui ne fonctionnaient pas. 5126 échecs. Il a passé 15 ans de sa vie, englouti toutes ses économies, frôlé la faillite personnelle, non pas une fois, mais des dizaines de fois. La société à ce moment-là ne voyait pas un inventeur tenace. Elle voyait un fou, un raté. Chaque prototype défaillant n'était pas un échec, c'était une donnée. Une information précieuse sur ce qu'il ne fallait pas faire. Il n'a pas échoué 5126 fois. Il a réussi 5126 fois à découvrir une manière de ne pas faire un aspirateur. Pensez à J.K. Rowling. Avant de devenir l'une des auteurs les plus riches et les plus lus de l'histoire, elle était une mère célibataire, vivant d'allocations, en dépression clinique, écrivant dans des cafés pour économiser le chauffage. Son premier manuscrit d'Harry Potter a été rejeté par 12 éditeurs. 12 maisons d'édition professionnelles ont regardé son travail et ont dit « non ». Selon la définition de la société, elle était l'incarnation de l'échec. Mais elle a continué. Elle ne considérait pas chaque refus comme un verdict sur son talent, mais comme une opinion. L'échec n'est donc pas la chute. L'échec est de rester à terre après la chute. Le mythe que nous devons déconstruire est que l'échec est un événement final, un point final. C'est un mensonge. L'échec n'est qu'une information. C'est une donnée brute, dépourvue de jugement, jusqu'à ce que nous décidions de lui en apposer un. Il est crucial de comprendre que toutes les peurs de l'échec ne sont pas égales. Il en existe 2 types, et savoir les distinguer est la clé pour reprendre le contrôle. La première, nous l'appellerons la peur carburant. C'est une peur saine, fonctionnelle, un héritage de notre évolution. C'est la peur qui pousse un orateur à répéter son discours une fois de plus.
C'est l'appréhension qui pousse un alpiniste à vérifier son équipement une troisième fois. C'est le trac qui pousse un musicien à s'échauffer avant d'entrer sur scène. Cette peur-là est une alliée. Elle aiguise nos sens, nous pousse à nous préparer, à anticiper les problèmes. Elle nous dit, cette tâche est importante, sois à la hauteur. Prépare-toi. Elle améliore la performance. Elle est orientée vers l'action. Et puis, il y a la seconde peur, celle qui nous intéresse aujourd'hui. Nous l'appellerons la peur poison. C'est une peur toxique, paralysante et irrationnelle. Elle ne se concentre pas sur la tâche, mais sur le moi. Elle ne dit pas « prépare-toi mieux ». Elle murmure « tu n'es pas assez bon ». Elle ne se préoccupe pas de l'échec potentiel de l'action, mais de ce que cet échec signifierait sur notre valeur en tant qu'être humain. La peur poison déclenche ce qu'on appelle la rumination. On rejoue en boucle les scénarios catastrophes. On imagine le jugement des autres, la honte, l'humiliation. Elle ne pousse pas à l'action, mais à l'évitement. C'est elle qui nous fait procrastiner, qui nous pousse à l'analyse-paralyse, où l'on pèse chaque option à l'infini sans jamais en choisir une. C'est elle qui nous fait préférer le regret de ne pas avoir essayé à la possibilité d'échouer en essayant. Comment faire la différence ? Posez-vous cette question. Est-ce que ma peur me pousse à ouvrir mon ordinateur et à travailler, ou à l'éteindre et à regarder une série ? La peur carburant vous rapproche du champ de bataille, mieux armé. La peur poison vous en fait déserter. Reconnaître la nature de sa peur est la première étape pour la désamorcer. Chapitre 3. Le lien dévastateur avec le syndrome de l'imposteur. Si la peur poison est l'arme, le syndrome de l'imposteur est souvent la main qui la tient. Les deux sont les partenaires d'un crime parfait contre votre potentiel. Leur alliance forme un cercle vicieux particulièrement destructeur. Voici comment il fonctionne. Le syndrome de l'imposteur vous a déjà convaincu, au plus profond de vous, que vous êtes une fraude. Que vos succès passés sont dus à la chance, au hasard, à un malentendu cosmique. Vous vivez avec cette croyance latente, que vous ne méritez pas votre place. Maintenant une nouvelle opportunité, un nouveau projet se présente. La peur carburant devrait s'activer, et vous dire de vous préparer. Mais chez une personne souffrant du syndrome de l'imposteur, c'est la peur poison qui prend toute la place. Pourquoi ? Parce que l'enjeu n'est plus simplement de réussir, ou de rater un projet. L'enjeu est existentiel. La pensée devient, si j'échoue sur ce projet, ce ne sera pas juste un échec, ce sera la preuve. La preuve irréfutable que je suis bien l'imposteur que je pense être, ce sera le moment où tout le monde, enfin, le verra aussi. L'échec n'est plus une information. Il devient un verdict. Un verdict sur votre identité même. Et face à un enjeu aussi total, aussi terrifiant, la réaction la plus humaine du monde est de fuir. L'évitement devient une stratégie de survie. On procrastine, on s'auto-sabote, on trouve des excuses pour ne pas se lancer, car l'échec est devenu une menace mortelle pour notre ego. Si cette description du lien entre le sentiment d'être une fraude et la paralysie face au risque vous parle, si vous sentez que votre peur de l'échec est décuplée par cette impression de ne pas être légitime, alors il est absolument essentiel que vous traitiez la racine du problème. C'est pourquoi je vous invite, de tout cœur, à regarder la vidéo que nous avons consacrée au syndrome de l'imposteur. Elle s'affiche maintenant à l'écran. Elle est le complément indispensable à ce que nous voyons aujourd'hui. Comprendre votre sentiment d'imposture est la clé pour dissoudre la peur poison qui en découle. Mettez cette vidéo en pause et ouvrez l'autre dans un nouvel onglet, vous me remercierez plus tard. Transformer sa relation à l'échec est un processus actif. Cela demande des outils concrets pour briser les vieux schémas mentaux. Voici 4 stratégies puissantes. Stratégie 1, l'analyse post-mortem sans culpabilité. Que vous ayez réussi ou échoué, prenez l'habitude de faire un débriefing structuré. Prenez un carnet et répondez par écrit à ces 5 questions. Quel était l'objectif initial de la manière la plus précise possible ? Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Décrivez les faits, sans jugement. Qu'est-ce qui a bien fonctionné dans le processus ? Même si le résultat est un échec, certaines parties du processus ont pu être bonnes. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi ? Quelles sont les choses que je ferai différemment la prochaine fois ? Cet exercice force votre cerveau à passer du mode émotionnel et jugeant au mode analytique et stratégique. Il extrait la leçon de l'expérience et la transforme en plan d'action. L'échec cesse d'être une impasse pour devenir un tremplin. Stratégie 2. Définir son coût d'entrée. La peur de l'échec est souvent liée à l'idée de tout perdre. Pour contrer cela, ne pensez plus en termes de réussir ou échouer, mais en termes de quel est le coût d'entrée pour obtenir l'information. Au lieu de vous dire je vais lancer mon entreprise, ce qui est terrifiant, demandez-vous quel est le plus petit investissement possible, en temps ou en argent, que je peux faire pour tester mon idée. Est-ce créer une simple page web ? Est-ce parler à 3 clients potentiels ?
Est-ce vendre un seul produit? En définissant un coût d'entrée bas, vous abaissez radicalement les enjeux. L'échec de cette petite expérience ne signifie pas « mon idée est nulle et je suis un raté ». Il signifie « cette approche n'a pas fonctionné, j'ai obtenu une information précieuse pour un coût modique ». Quelle est la prochaine expérience? Vous vous transformez en scientifique de votre propre vie. Stratégie 3, la célébration de la tentative courageuse. Notre cerveau est une machine à répéter ce qui est récompensé. Si vous ne vous récompensez qu'en cas de succès, vous apprenez à votre cerveau à ne prendre aucun risque. Vous devez recabler ce système. Prenez la décision consciente de célébrer non pas le résultat, mais l'acte de courage. Vous avez peur de parler en public, mais vous avez quand même posé une question en réunion? Célébrez ça. Vous avez envoyé ce mail qui vous terrifiait. Célébrez ça. Vous avez lancé votre petite expérience et elle n'a pas marché? Célébrez le fait que vous avez eu le courage d'essayer. La célébration n'a pas besoin d'être grandiose. Un café que vous vous offrez? Un moment de fierté que vous vous accordez? Une note dans votre dossier de preuve? En récompensant le courage, vous enseignez à votre cerveau que l'acte d'oser est en soi une victoire. Stratégie 4. Le scénario du pire, rationalisé. La peur poison adore peindre des scénarios catastrophes vagues et terrifiants. Dépouillez-la de son pouvoir en la forçant à être précise. Prenez une feuille et décrivez le pire scénario possible, de la manière la plus détaillée qui soit. Si j'échoue, je perds mon travail, je ne peux plus payer mon loyer, ma famille me rejette, etc. Ensuite, pour chaque point, demandez-vous sur une échelle de 1 à 10, quelle est sa probabilité réelle. Et surtout, quelle serait la première chose que je pourrais faire pour y remédier? Vous réaliserez souvent que le pire du pire est très improbable, et que même s'il arrivait, vous avez des ressources pour y faire face. Cet exercice ne rend pas l'échec plus agréable, mais il le fait passer d'une menace existentielle et paralysante à un simple problème à gérer. Il le ramène à une échelle humaine. Nous arrivons au terme de cette exploration. Nous avons vu que notre peur de l'échec est construite sur un mythe. Qu'elle peut être un poison ou un carburant, et qu'elle est intimement liée à notre sentiment de légitimité. Mais surtout, nous avons vu qu'il est possible de changer notre relation avec elle. L'objectif n'est pas de ne plus jamais avoir peur, ce serait inhumain. L'objectif est de ne plus laisser la peur décider à notre place. C'est d'apprendre à marcher à ses côtés, en la laissant vous informer, mais sans jamais lui céder le gouvernail. Les stratégies que nous avons vues, l'analyse sans culpabilité, la définition du coût d'entrée, la célébration du courage et la rationalisation du pire, sont vos outils pour reprendre ce gouvernail. Elles vous permettent de transformer l'échec d'un verdict sur votre identité en une simple donnée sur votre stratégie. Ce changement de perspective est la différence entre une vie de stagnation craintive et une vie de croissance courageuse. La prochaine fois que vous sentirez cette peur monter, ne la fuyez pas. Accueillez-la, écoutez-la, puis demandez-lui poliment de se décaler pour vous laisser passer. Car de l'autre côté de cette peur ne se trouve pas nécessairement le succès, mais quelque chose de bien plus précieux. La preuve que vous êtes vivant, que vous apprenez, et que vous avez eu le courage d'essayer. Et c'est déjà, en soi, la plus belle des victoires. Pour continuer cette conversation, j'aimerais vous poser une question. Partagez dans les commentaires, quelle est la plus grande leçon qu'un échec vous ait apprise? En partageant nos histoires, nous transformons nos cicatrices en guides pour les autres. Et n'oubliez pas, si la peur de l'échec est amplifiée par un sentiment de fraude, la vidéo sur le syndrome de l'imposteur est là pour vous. Merci pour votre temps et votre courage.